Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, au Québec. C'est ton podcast préféré et il faut admettre qu'on est un peu festif. Je suis en train de... Là, Marie-Ève, est-ce que tu savais qu'il y a deux sortes de cobras? Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cobra chasseur qui, lui, lance son venin au lieu de l'avoir comme quand il mord. Et il vise les yeux. Fait qu'il te lance ça direct dans les yeux. Et si tu ne rinces pas rapidement et adéquatement ton œil, tu deviens aveugle. Eh bien, Yon Michoy, elle n'est pas aveugle, mais elle ne verra plus sa ceinture parce que la ceinture est en train de faire le chemin inverse. Incroyable. Et je voulais te dire, je réfléchissais ce matin aux plus grandes victoires de boxeurs québécois en sol étranger, mais en termes de complexitude, de difficulté. Oui, c'est ça. D'aller battre Yon Michoy, je vais faire ça vite. C'est une fille de Corée du Nord qui a quitté avec ses parents en Corée du Sud, mais tu sais, il y a des reportages sur elle. C'est quelque chose de gros. C'est une méga vedette, Yon Michoy chez elle en Corée. Là. Elle représente plus que juste du sport. Elle représente comme une deuxième chance. La libération. Le symbole typique de la personne qui. Et là, d'aller la battre chez elle, c'est un méga exploit à un point tel que j'ai pas beaucoup d'exemples de Québécois qui auraient fait, de boxeurs québécois qui auraient fait la même chose. Tu sais, c'est quasiment, je me rappelais, là, je m'en allais dire Marshall Butler sur Young Ash Tracy dans les années 60, tu sais, pour reculer. Fait que, incroyable le Camara, performance grandiose. Et là, j'ai une question pour toi. C'était quoi ta carte de juge? Parce que souvent, il y a des pays où les juges sont excessivement durs avec leurs propres locaux. Moi, je me rappelle de Ryota Murata qui s'était fait battre contre Hassan N'Dam, puis il avait obligé une revanche en disant que les juges n'avaient pas été partiaux chez eux. Mais là, je me disais, est-ce qu'on peut dire que les juges ont été honnêtes? Est-ce qu'ils ont été partisans, mais Jessica trop dominée, genre? Moi, j'ai vu Jessica quand même gagner presque toutes. Là. Honnêtement, il y avait des rounds plus serrés, mais je vais peut-être donner un round ou deux à Choi. Deux rounds peut-être à Choi. Bon, maintenant, c'est mon opinion. Des fois, je vais valoriser peut-être plus. J'ai valorisé beaucoup l'effet que les coups ont eu. Il y a des juges qui vont valoriser un haut volume. Il y a des juges qui, tu sais, c'est délicat, là, il y a beaucoup de critères. Mais selon moi, il n'y avait pas photo. Jessica Camara a quand même dominé, là. Je sais que c'est un split decision. C'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, c'est là-bas. Oui, c'est la boxe, mais je veux dire. Non, quand je réfère à ma Vanessa préférée, là, la page Joannis. Si tu avais vu son premier combat ou à bas Mazerol 4-0 pour l'entendre en split parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, c'est gagner une split à l'étranger, c'est comme gagner une large décision. C'est ça, on voit ça souvent, mais moi, j'aime pas ça là, parce qu'il y a quand même une forme de malhonnêteté là-dessus. Hein. Mais bon, elle a quand même gagné. Puis c'était, si on ne regarde pas les cartes, là, puis qu'on regarde juste le combat, elle a vraiment bien fait. Choi, là, elle a un gros défaut qu'elle a tenu pendant tout son combat,
c'est sa tête. C'est tête statique, mais statique, là. C'est comme si elle attendait les coups de Jessica. Tu sais, Jessica avait juste à bien timer ses coups de puissance, puis la tête était toujours au bon endroit, là, parce qu'elle bougeait jamais sa tête, Joy. C'était un gros défaut. C'était un gros défaut Mais à ce Jessica, niveau-là. moi, je vais te dire comment je vois Jessica. Tu sais, Jessica, c'est comme un cauchemar pour les matchmakers, tu sais, parce qu'elle s'était fait geler violemment là, par une personne âgée en début de carrière. Là. C'est une fille mi-quarantaine qui était revenue, mais qu'on savait qu'il frappait trop dur, puis tout le monde disait que c'était comme une erreur de matchmaking. Là, elle se fait prendre par, je pourrais te la nommer, là, mon boxrec n'est pas loin, là, je vais faire ça propre. Elle s'était fait assommer par Nathalie Brown, Ouais, qui était reconnue pour cogner. Après ça, elle a perdu par KO contre Carla Ramos Zamora, où c'est dur, ça. mauvaise stratégie, elle plante les pieds avec Zamora, les deux mains partent, puis c'est un KO violent. Fait que là, les matchmakers, ils se disent on va pouvoir peut-être la sortir, la knocker. Fait que là, en plus, eux autres, ils se disent genre, on peut la knocker, puis on est chez nous avec les juges, mais son niveau d'activité, elle lance tellement de coups de poing. Il a fallu qu'elle se fasse voler par Cali Reese aussi à l'étranger. C'est une fille, c'est l'affiche avec c'est quoi, 15-4 ou 13-4. C'est la meilleure boxeuse de l'histoire à avoir eu 4 défaites. C'est toutes des défaites. Pas toutes, mais il y a 2 défaites là-dedans. Il y en a une, c'était très serré. Il y en a une qu'elle aurait dû gagner. Tu l'amènes en Corée du Sud en pensant que tu vas juste comme les juges, ils vont te donner la victoire, mais là, elle domine tellement largement que à un moment donné, les combats sont filmés, tu ne veux pas perdre ta licence de juge. Les gens ne comprennent peut-être pas que Yoon Mi-Choi, c'est quelqu'un quand même. Elle a été championne à 126 livres, à 130 livres. Ça a été une éternité. Elle a été une éternité à avoir des titres. Elle n'a plus de titres présentement parce que l'année passée, elle est tombée championne in recess pour son titre WBA à 130. Elle devait affronter un combat qui avait été ordonné contre Alicia Baumgartner. Le combat n'a pas eu lieu. Baumgartner a affronté Mekhaled finalement pour être undisputed. Et au lieu de revendiquer sa chance, parce qu'un champion in recess peut dire « You, je suis next », au lieu de revendiquer sa chance à sa Baumgartner, elle a décidé qu'elle montait de catégorie à lightweight à 135 livres parce que elle a plus de difficultés à faire le poids, puis elle a une carrière en parallèle aussi. Donc, peut-être que c'était plus facile pour elle de monter. Et Jessica Camara était son premier défi à 135 livres. Mais c'est un peu ce que les gens, tu sais, moi j'étudiais le combat, puis il y a beaucoup de gens qui disaient, comme les experts comme toi, disaient qu'elle était prenable parce qu'elle n'avait jamais eu ce niveau d'adversaire-là. C'est ça. Elle a affronté Simone Aparecida da Silva, ça a fini loin au 9e. Camara l'a aussi affronté, puis ça a fini beaucoup plus tôt. Même Vanessa Bradford aurait pu avoir un meilleur sort quand elle est allée en Corée. Fait que là, c'est vraiment parfait. Mais là, Choi a été beaucoup protégée. Mais elle restait, selon l'algorithme de BoxRec, et j'aime bien spécifier que c'est un algorithme, la number one. Donc, Jessica est beaucoup plus loin dans l'algorithme. Là, il va y avoir des changements quand ça va être mis à jour. On va voir bouger beaucoup les classements là, à 135. Là. Commentaire important que tu devrais souligner en bas d'écran pendant la. Tu vas le répéter, OK? BoxRec ne doit pas remplacer le test de l'œil. C'est un algorithme. Non, c'est correct, c'est un outil, mais regardez, il faut que tu regardes des combats, malheureusement, avant de faire des grandes prédictions. Qu'est-ce qui est la suite des choses? On est dans une catégorie où il y a Caroline Dubois, Rhiannon Dixon, Béatrice Ferreira. C'est de monnayer le titre? Ça serait de voir, là, on voit que c'est un titre WBA. La championne WBA, présentement, c'est Katie Taylor, qui a encore son titre. Katie Taylor est engagée. Moi, je dirais que présentement, il faut consolider sa place dans le classement. On va voir où ils vont la placer, la WBA, quand ils vont mettre à jour leur classement, s'ils les mettent à jour, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ils vont mettre à jour leur classement, on va nous donner un bon indicateur de l'endroit où elle se positionne, Jessica Camara. Le but, ça serait que soit elle devienne une mandatory pour qu'un combat soit ordonné, ou soit qu'elle devienne un choix très intéressant pour une défense optionnelle, peu importe le titre. Parce qu'elle est quand même intéressante, elle donne un bon spectacle. Elle est quand même à l'étranger assez intéressante pour que, par exemple, Matchroom la regarde de près tout le temps. Elle a déjà eu
elle était dans le Road to Undisputed à 140, on se rappelle bien. Elle n'a pas été choisie pour rien là, c'est parce qu'elle fitait dans le moule, comme on dit, mais il continue de la regarder. Il continue de faire un petit appel des fois du côté d'Ian McKillop là, pour dire il y aurait peut-être une opportunité, mais ça n'arrive pas. Là, il faudrait que ça arrive, il faudrait une opportunité. Mais oui, moi, je souhaite Jessica Camara, ce que je vais lui souhaiter, là, c'est vraiment plus qu'un titre majeur. Je vais lui souhaiter de faire une très belle bourse, au moins une fois. Parce qu'elle s'est beaucoup battue dans des combats risqués, souvent pour des pinottes. Ou des plus petites bourses, on va dire ça comme ça. Là, j'aime pas dire le mot. C'est ça hier sur ma page, là, Jessica fait une grande performance, puis là, le débat, c'est combien qu'elle a gagné. Genre, moi, je vous demande-tu combien vous gagnez à vos travails aux 2 semaines? Marie-Ève Albert, c'est quasiment ma meilleure amie-fille. J'ai aucune idée si elle gagne 1000, 2000 ou 6000 aux 2 semaines. C'est quoi le problème avec ça qu'on veut tous savoir le salaire de tout le monde? Genre, vous m'énervez. De toute façon, en boxe féminine, on gagne moins, puis il faut vivre avec. À un moment donné, tu arrives à la croisée des chemins où il faut que tu te dises, j'accepte-tu le combat pour l'honneur ou j'attends, puis tu peux attendre bien longtemps pour avoir les gros combats. Malheureusement, on est encore à une ère où on est mal payé, mais on est un petit peu mieux payé que c'était. Dans le deuxième trimestre de l'année, qui est du 1er avril au 30 juin, c'est DAZN qui est loin devant avec 14 combats féminins présentés. Donc, ça va suivre, là, je ne suis pas inquiet. Je veux juste souligner vite que Camara, quand elle a le chapeau d'underdog, c'est là qu'elle performe le mieux. Moi, je trouve. Elle est vraiment, c'est là qu'on dirait que ça la booste un petit peu plus. Tu sais, contre Kelly Reese, contre Heather Hardy, contre Melissa Saint-Ville, c'était l'underdog. Contre Yun Mi Choi, c'était l'underdog aussi. Je trouve que le chapeau d'underdog lui va bien. Et c'est là qu'elle est dangereuse. C'est ça, elle est dangereuse. Là. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'allume quand elle n'est pas la favorite. Puis je trouve que sa boxe, ça paraît dans sa boxe. Cette petite étincelle-là, il faut qu'elle continue de l'avoir parce que ça donne des beaux résultats. Et encore une fois, c'était totalement l'underdog. Je pense qu'il y avait des paris là-dessus ou que ça ne devait pas être en faveur de Camara. Parce que Yun Mi Choi étant Yun Mi Choi, très populaire, championne, elle a été championne à 18 ans, Yun Mi Choi, à l'origine. Elle a fait un gros bout de chemin. C'est sa plus grande victoire en carrière à Camara, selon moi. De par tout ce qu'il y avait par-dessus. Tu es en Corée, tu es chez l'autre, elle était invaincue. Elle était 2 fois. Je suis impressionné par la performance contre Kelly Reese quand elle menait 5-1 après 6, que les filles autour du ring disent hey, c'est Camara maintenant qu'il faut regarder, puis que là, elle se fait voler au juge. Elle a fait une grande performance. Mais ça fait quelques grandes performances. Là. Ça fait 5 fois qu'elle est à un très haut niveau. Là. Une chose qui est garantie, ça va toujours être intéressant, peu importe qu'elle gagne ou qu'elle perde. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ces combats. On change de sujet. Je t'amène vers Marie-Pierre Roule. Oui, c'est quelque chose que moi je militais. Moi, je m'en étais même pas caché. Marie-Pierre Roule, tu sais, comment je regardais ça? Là? Elle avait milité avec son conjoint, qui est un avocat vedette, mais lui, il avait donné du temps un peu gratis, parce que lui, il fait un gros salaire. Tu sais, fait quand il va gratis militer, il perd beaucoup d'argent dans sa compagnie. Puis, il est allé avec Camille et Stéphane. Fait que Marie-Pierre Roule, accompagnée de Camille et Stéphane, avait été militée pour que la boxe revienne plus rapidement dans le temps de la COVID. Elle est allée contre Sandy Ryan. Superbe performance. On voit ce que Sandy Ryan fait avec ses adversaires depuis ce temps-là. Marie-Pierre Roule, en plus, elle parle bien. Tout est parfait. C'est une ambassadrice incroyable pour la boxe. Elle méritait sa finale. Puis j'étais un peu fâché qu'elle soit l'éternelle. Marie-Pierre va faire le quart de finale. Marie-Pierre va faire la demi-finale. Marie-Pierre devrait avoir un 10, elle a fait un 8. Il y a comme tout le temps quelque chose. Et là, c'est une autre que j'ai hâte de voir parce que est-ce que Marie-Pierre, à l'instar de Camara, est meilleure quand le défi est bon devant elle? Et là, elle a un solide adversaire et elle a une finale. Elle a un devoir de performer. Genre, elle vient de le faire solidement. Est-ce qu'elle peut maintenant les enchaîner? Fait que ça ne pouvait pas arriver à une meilleure personne. 4 jours avant la Saint-Jean-Baptiste, j'ai dit à Marie-Pierre que ça gagnait. Moi, j'ai notre ami Joe, il a une grosse maison sur P9 avec la fierté nationale qui va passer à Saint-Jean-Baptiste. Si Marie-Pierre gagne,
on l'enveloppe dans un drapeau du Québec, puis on l'installe comme sur un char allégorique. C'est ça notre plan pour le défilé de Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est Vraiment, assez. fin juin, c'est prévu au Casino de Montréal. Enfin, sa finale. L'adversaire est choisi. Carla Ramos-Zamora, une fille qu'on connaît quand même assez bien au Québec. Une fille qui n'a pas une fiche qui représente ce qu'elle est capable de faire parce que Carla Ramos-Zamora, c'est une fille qui a commencé à boxer chez les pros. Elle a appris à boxer chez les pros. Donc, la première moitié de sa carrière, elle a appris de ses erreurs, comme on dit. Elle a eu des défaites, elle a pris des risques qu'elle n'aurait pas dû prendre. Mais pour vous donner une idée, quand tu dis qu'elle a pris des défaites, c'est des gens que leur carrière progresse sans protéger la fiche. Ben oui, ils ne protègent pas leur fiche. Je vais donner un exemple. À l'âge de 21 ans, est ici contre une Marie-Ève Dicker. C'est ça. Puis, donc, la fille qui a affronté Marie-Ève Dicker dans le temps, la Carlos Zamora, cette version-là, c'est plus la même qu'on a vue contre Jessica Camara, par exemple. Et même, reculons 2 ans en arrière, 2 ans en arrière à peu près, quand elle a affronté Leila Baudouin, c'était déjà une boxeuse qui était améliorée. Elle a gagné des rounds. Contre Leila, c'était un 6 rounds, si je ne me trompe pas. Puis, j'avais donné 2 rounds à Carla Ramos. Elle était encore en train d'aller chercher ses repères. Mais depuis le combat contre Leila Baudouin, c'est assez spectaculaire. Elle est rendue depuis 2020, on va reculer, elle est 6-2-1 avec 3 knockouts. Fait qu'on voit qu'elle a une fiche, puis les 2 défaites, c'est contre Leila puis contre Béatrice Ferreira. OK? Donc, déjà en partant. Elle a battu, dans les dernières années, Erika Farias. La même Erika Farias qui a battu qui a battu Sandy Ryan. Là, je t'arrête quand tu ne mets pas l'emphase comme il faut. Elle ne l'a pas seulement battu, elle l'a arrêté. Elle l'a knocké. Elle a knocké Erika Farias, qui a bien fait aussi contre Michaela Mayer. Elle a knocké Jessica Camara, ici. Les gens étaient surpris de ça, mais elle l'a fait. Elle est arrivée avec... C'est pas élégant, sa boxe. Hein? Parfois, c'est un peu brouillon. Elle n'a pas une technique à tout casser, mais elle frappe dur, premièrement, puis elle va de l'avant, puis elle n'a pas peur de prendre des coups. Elle a 0 peur de prendre des coups. Elle a aussi battu... elle a fait un combat nul contre une fille qui s'appelle Magali Rodriguez, qui est une très bonne boxeuse, qui, elle aussi, n'a jamais protégé sa fiche, mais qui est très bien classée. Est-ce que tu veux que j'en rajoute? Vas-y, beurre épais. Elle s'est fait voler à Edmonton par Vanessa Bradford. C'est des choses qui arrivent. Eux, à Edmonton, dans leur fédération, ils vont utiliser les combats de 5 rondes pour éviter les combats nuls. Et Bradford avait gagné les 3, le combat 48-47 sur les 3. Mais Marie-Ève, je m'en disais Marie-Pierre, parce que je le vois dans l'écran, tu vas être fière de moi parce que j'ai téléphoné toutes les adversaires du passé à Zamora qui parlent français. Donc, Leila, Marie-Ève. T'en as oublié une. Priscovico? Oui, je les ai toutes téléphonées. OK. Puis là, j'ai dit, connaissez-vous Marie-Pierre Houle? On la connaît très bien. Fait que là, il y en a une des 3 qui va avoir dit les phrases suivantes, mais je vous laisse deviner. Tu sais. Il y en a une qui m'a dit, elle a un style compliqué pour Marie-Pierre Houle puis pour le ring du casino. Parce que le ring est petit, puis c'est une fille qui aime bagarrer, qui aime échanger des coups de poing, puis c'est ça qu'il faut que Marie-Pierre fasse pas. Tu sais, il faudrait qu'elle... Exactement, il ne faut pas qu'elle joue le jeu de Zamora. C'est ça. Il y a une autre fille qui m'a dit, c'est une tabarnache, dès que tu es proche, les têtes se touchent, puis elle peut te fendre. Tu sais. Moi, je sais c'est qui t'a dit ça. Je vais laisser les gens deviner, mais tout de suite, quand tu me dis ça, je sais c'est qui te l'a dit. La même personne m'a dit, elle frappe très fort en corps à corps. C'est pas ton jeu de rester là devant elle parce qu'elle va aimer échanger puis bagarrer. Puis le succès que tu peux aller chercher contre elle, c'est à distance. C'est de rester loin et de t'imposer comme ce qu'on appelle jouer à la boxe, faire de la boxe au lieu de faire de la bagarre. Fait que en gros, c'est ça que je suis allé chercher sur elle. Mais je vais dire quelque chose ici. On n'est pas là pour faire croire aux gens que Zamora, c'est le plus beau style, la plus belle technique, tout ça. Mais est-ce que le combat va être trippant? Selon moi, oui. Moi, c'est sûr que je me déplace pour ça. On ne dira pas que c'est la numéro 1 au monde ou qu'elle a inventé la boxe. Ben, moi, je suis capable de te dire, puis je ne suis pas gêné de te dire, même si Marie-Pierre, c'est ma grande amie,
puis qu'elle va probablement marier après le combat un de mes amis d'enfance, je suis capable de te dire, et je cite, sur papier, c'est un magnifique combat qui est 50-50. C'est un combat risqué. C'est un combat risqué, c'est un combat où il y a des choses tu peux perdre des plumes. Tu peux aussi en gagner beaucoup, par exemple. Mais souvent, le fun, je vais donner un exemple, tu m'invites jamais nulle part à manger, mais mettons qu'on irait manger avant le combat. Tu poses tes messages. Tu m'invites jamais. Ah, je suis pas ton... Moi, je suis juste, viens animer. Quand on ferme l'écran, tu n'es plus mon ami. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que si on allait souper ensemble un jour, puis qu'après ça, on allait se diriger vers le combat, c'est le fun en boxe, puis le moment où on a un thrill, c'est de se diriger vers un combat qui est 50-50, où on ne sait pas qui va gagner et encore moins comment. C'est un beau combat de finale, c'est sûr. C'est un combat de finale. Souvent, on le fait en sachant très bien qu'est-ce qui va arriver. Mais là, bien malin celui qui peut nous dire tout de suite. Puis surtout que Marie-Pierre, je l'aime d'amour, mais elle en a eu des performances difficiles. C'est pour ça que mon idée, c'est que Marie-Pierre, elle a besoin d'être en finale pour... Moi, ce que je pense, c'est qu'une fois en finale, elle va augmenter son jeu, puis ça la garde motivée. Puis ça, c'est peut-être un peu contre Moreno, puis l'autre, peut-être que, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais moi, je pense qu'elle a besoin de défis. Là. Je rajoute juste un point. Marie-Pierre Roule veut retourner en championnat du monde. Elle ne s'en cache pas, mais à 140 livres, championnat du monde, il y a juste une championne présentement, et c'est Katie Taylor qui a tous les titres. Katie Taylor. Donc, Marie-Pierre doit gagner ces combats-là comme Zamora, comme contre Zamora. Elle doit absolument se positionner comme une fille qui est intéressante pour soit une défense optionnelle ou aller monter très haut pour devenir celle qui va avoir un combat ordonné. Mais c'est faisable, tout à fait. Elle est très bien positionnée déjà. As-tu remarqué comment c'est drôle les championnes ou les champions unifiés? Parce qu'on a tous l'impression qu'à un moment donné, ils vont faire le combat, que là, les associations vont dire « OK, t'es rendu franchise ». Donc, ça remet les réguliers libres. Puis là, tu as toute la gang, que ce soit Marie-Pierre, Bazinian, MBD, là maintenant, Iglesias. Puis je pourrais faire le même scénario dans les autres catégories de poids. Tu as tous les gens, il y a un champion unifié. Avant, ils ont créé 4 ceintures en disant ça va donner plein de chances, puis ça va être plus intéressant. Là, il y en a plus. Finalement, il y a quelqu'un qui unifie, qui bloque tout, puis là, on est comme OK. On va se tenir en dessous, en attendant qu'il libère une ceinture. Là, le salaud, il garde la ceinture entre 3 et 5 ans. Fait que là, t'es entre 3 et 5 ans à faire de la boxe, à prendre des adversaires qui sont difficiles pour bien paraître, mais pas trop difficiles pour ne pas perdre ta chance, au cas où que le champion unifié prendrait sa retraite ou que les associations mettraient leur culotte. Fait que là, en gros, derrière le matchmaking, il y a beaucoup d'analyses d'affaires. Moi, dans ma vraie vie, je suis une analyste d'affaires, là, puis je vois vraiment tout ce qui se passe en arrière, puis ça ressemble beaucoup à ma job qui n'est pas dans le monde de la boxe. Ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à ma job. C'est de l'analyse d'affaires pure. Il y a une stratégie en arrière qu'il faut que soit analysée, les risques, les avantages, les coûts, combien ça coûte? Les études de faisabilité. C'est ça, c'est la boxe. C'est bien payant, ta job? On non, c'est juste pour voir qui allait payer notre souper là, le 20 juin prochain. Je t'en dois un. Bon. On a une autre championne. Hey, mais c'est ça, là, je voulais te dire, tu sais, puis là, moi, j'ai des affaires à dire, là, fait que je vais prendre une minute, OK? La boxe au Québec, là, on manque cruellement de journalistes puis de coverage. Tu sais, je veux dire, ça se dit coverage, je sais pas. De couverture. De couverture. Puis tu sais, ça fait mal parce que ceux qui le faisaient bien, c'est genre Francis Paquin puis Jean-Luc Legendre. Il y en a un qui est rendu à C'est quoi, puis l'autre qui est rendu le nouveau Michel Chartrand du Québec, chef syndical. Fait il écrit moins. Tu sais. Là, mon ami Régent Tremblay, mais souvent, on va l'affubler d'écrire plus sur une organisation en particulier, mais il s'est fait opérer aux 2 poignets. Tu sais, fait qu'il n'écrit pas. Il peut dicter. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sauf qu'il ne sort pas de texte le samedi, dimanche. Là, Mathieu Boulay, qui était le journaliste de boxe, puis moi, je vais le dire, là, il ne se rendra jamais à 23e minute. Moi, je l'influençais. Tu sais. Moi, je l'écrivais le jeudi, puis je disais, hey, si ce n'est pas ton texte principal, mets-les sur le côté. Tu sais, les 2 filles s'en vont en championnat. Puis c'est du Canada quand même. Tu devais tellement être tannant. Moi, je dis que c'est pour ça qu'il a changé de job. Non, c'est pas pour ça. Je te l'expliquerai en dehors des ondes. Mais là, il se ramasse, tu sais, il n'est plus là. Fait que là, c'est vrai qu'on n'a pas de couverture. Fait que là, tu sais, moi puis toi, on le fait. Boxe au menu,
là, ils n'en ont pas parlé, mais habituellement, ils le font toujours. Je dirais qu'à 95% du temps, ils font ce genre de recherche-là. Mais là, oui, mais là, on peut pas, ce que je peux pas appeler la presse, moi, là, le matin. Mais oui, la couverture sur 2 Canadiennes qui gagnent des championnats du monde a été médiocre au Canada cette semaine. Ben, c'est sûr que Jessica Kamarek s'en va affronter Yun Choi en Corée et Sarah Gigadjou, qui, j'ai vu que ça a chiolé beaucoup sur Sarah Gigadjou, comment ça se fait qu'à 3-0, elle a une chance en championnat du monde. Je vais remettre en contexte un petit peu la chose. Sarah Gigadjou est une fille qui a énormément, une multitude de combats chez les amateurs, signée depuis peu chez United Promotion, qui ont certains moyens, mais pas trop. Mais tu as Bautista, l'autre bord, Guadalupe Bautista, une Mexicaine qui n'a pas de promoteur, qui n'a plus de promoteur et qui n'a pas de gros moyens, qui doit défendre son titre pour ne pas le perdre, avec des frais de sanction réguliers. Ce n'est pas un titre mineur qu'elle a, c'est un titre régulier. Ça se peut, quand tu es un champion qui n'a pas de promoteur, comme on voit beaucoup en Amérique latine, que tu acceptes d'aller faire ta défense optionnelle à l'étranger contre un adversaire qui a moins de grosses fiches, mais le promoteur offre de payer les frais de sanction, payer une bourse décente, permet à ton équipe de voyager. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé ici. Bautista s'est déplacé en Ontario pour affronter Sarah Gigadjou parce que les moyens pour défendre ça au Mexique, c'est peu, elle les a pas. Alors, quand tu t'appelles Tyson Fury, ça n'arrivera pas. Parce que tu as un gros promoteur en arrière, puis tu as de l'argent pour payer des adversaires. Puis, fait que lui, il ne fera pas une défense, il ne va pas défendre ses titres contre quelqu'un de 3-0. Mais chez les femmes, présentement, il y a encore de la difficulté à signer de très bonnes boxeuses chez des promoteurs. Et ça donne des résultats comme ça. Sarah est bonne, là, Sarah. Les gens ne la connaissent pas encore beaucoup. Mais en boxe féminine, en partant, il faut que tu coupes de moitié l'expérience des hommes pour aller en championnat du monde. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeuses. T'sais. On parle de quelqu'un qui a au-delà de 150 combats chez des amateurs. Fait que il faut quand même être non, moi, ça m'insulte. Il faut en prendre et en laisser là-dessus. Moi, ça ne m'a pas surpris que Sarah Gigadjou à 3-0 ait ce combat-là contre Guadalupe Bautista. Guadalupe Bautista, une fille qui non plus n'a pas protégé sa fiche, qui frappe vraiment dur d'habitude, qui est tough. C'est pas un combat qui était gagné d'avance. Quand on en parlait, mais puis on en avait parlé ici sur le meilleur podcast de boxe féminine au monde, tu avais l'air à dire que c'était un combat. Tu n'utilises pas ce terme-là, 50-50, c'est moi qui l'utilise. Mais la manière que tu parlais, j'avais l'impression qu'on allait assister à un combat serré. Puis tu avais même l'air un peu inquiète des fois dans le regard. Ben, c'est parce que y a beaucoup de gens qui ne veulent pas affronter Bautista. C'est pour ça qu'elle a gardé son titre régulier. Il n'y a pas tant de gens de l'étranger qui ont essayé d'aller chercher ce titre-là parce qu'il y a l'impondérable de ses points. Elle a quand même de la lourdeur d'un point. Puis elle a beaucoup d'énergie. Moi, il y a une boxeuse qui s'est entraînée longtemps avec elle, une boxeuse mexicaine qui s'appelle Barbara Vasquez, qui me disait Bautista, j'étais longtemps avec elle en entraînement. C'est quelqu'un qui est inépuisable. C'est quelqu'un qui est dangereuse du début à la fin. C'est quelqu'un qui fait mal quand elle frappe. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de boxeurs qui ont ça à l'esprit aussi. Quelqu'un qui n'a jamais protégé sa fiche, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller prendre des défis et qui va tout donner. Là. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme je m'y attendais. Je ne sais pas. Sarah a quand même fait une belle performance. Et elle est allée chercher le titre en décision unanime. Elle est allée chercher son titre. Puis, je suis très contente pour elle. Ça fait un titre de plus au Canada. Maintenant, il faut comprendre que Sarah Gigadjou a le titre régulier de Bautista, mais il existe un titre de super champion qui appartient à quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Jessica Neri Plata. Donc, est-ce que... Pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand Jean-Pascal était redevenu champion du monde, il y avait ce titre-là régulier, puis il y en avait un autre en haut. Là, tu sais, en WBA, on voit ça souvent qu'il y a 2 champions. En WBC, moins, on voit un champion intérim là, en WBC, mais en WBA, tu as vraiment un champion régulier puis un super champion. Le super champion a quelques privilèges que le champion régulier n'a pas. En gros, ils disent que quand tu as mis la main sur plus d'une ceinture,
ça deviendrait impossible de respecter tes conditions de champion régulier dans chacune des associations. Donc, on te donne une autre ceinture en disant, tiens, c'est une ceinture qui ne vient pas avec... Ben, elle vient avec la condition d'affronter les réguliers, mais moins souvent. C'est comme... Tu n'es pas obligé de faire tes défenses obligatoires au même rythme. Ouais. Tu peux négocier de plus de marge de négociation. Par contre, cette ceinture de super champion compte pour Undisputed. Mais ça fait de l'ombrage quand même sur la ceinture régulière. Ouais. Comme je vais donner un exemple précis. Là, ce que les gens à la maison ils voient, c'est Sarah Iadjo qui met la main sur le titre. Moi, je n'ai pas mon dire. Hey, ça veut dire que Kim pourrait aller en championnat du monde. Mais tu sais, dans le fond, oui, elle pourrait y aller, mais on aurait un peu d'ombrage sur le combat parce qu'on sait que c'est Neri Plata qui a battu Kim, qui est l'autre championne. C'est Neri Plata qui est la number one dans la catégorie. Là. Oui, mais ça ombrage le titre régulier. Ouais. Puis la WBA, non, ne va pas ordonner Neri Plata contre Sarah Guigui-Adjou. Ils n'ordonnent pas les combats entre leurs champions réguliers et leurs champions, leurs super champions. Est-ce que Kim est aspirante numéro 1 puis il pourrait... Kim pourrait peut-être, je ne sais pas si ça intéresse Sarah. Moi, j'avais parlé à Sarah la dernière fois que je suis allée au casino de Montréal. Oui, quand Vanessa a gagné son titre, OK, Sarah était là et dans le public. Et j'ai attrapé Sarah Guilladjou et je lui ai dit, toi, si tu gagnes ce titre-là, est-ce que ça t'intéresserait, Kim Clavel, etc. Puis elle m'a dit pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Neri Plata puis Bermudez si je gagne. Fait qu'elle, c'est vers là qu'elle s'en va. Mais maintenant, ça prend des moyens. Est-ce que United Promotion est capable de suivre? Non, mais ça, c'est tout réglé. Là. Yvon Michel, il l'a dit. Là, il organise Bermudez contre Neri Plata. Il a dit qu'il aimerait organiser. Moi, je vais mettre à bémol. Il a dit qu'il aimerait organiser. Quand je n'ai pas une annonce, je n'ai pas d'annonce. Combat de retraite de Jean-Pascal, barrière, tout le monde sur la même carte. Ouais. Ça va coûter très cher parce que si Yvon Michel organise ce combat-là, il y a 4 frais de sanction à payer de sa poche. C'est cher. C'est pas des petits frais de sanction, c'est des gros frais de sanction. Mais il y a beaucoup trop de ce temps-ci, la boxe, j'aime ça encore, mais il y a beaucoup trop de stratégie et d'affaires. Tu sais, je sais que c'est ton métier, là, mais ça devient lourd. Ouais. On parlait de Kim Clavel puis Bermudez. Fait que là, je l'ai mis en même temps. Tu sais, on revient, Sarah Guillet. Mais ça, je veux t'en parler. Moi, j'aimerais ça faire toutes les introductions de ce jeu. Okay? Ah ouais, vas-y, je te laisse. Là, attends, il faut juste que je retrouve le nom de son adversaire qui est Kat Liedenburger. Non. Catherine Lindenmuth. Oui. OK, là, ça va brasser dans les prochaines minutes, je t'avertis. Je commence à être habituée. Vas-y, je t'écoute. Quand une boxeuse est arrivée au niveau de Kim Clavel, des fois, j'ai l'impression qu'on la met sur comme quand tu es à l'hôpital, dans la salle d'attente, tu attends le docteur. Mais le docteur, s'il arrive dans 14 heures, il faut que tu dînes, il faut que tu fasses une coupe d'affaires en attendant le docteur. Tu lis un livre. Là, j'ai l'impression que Kim Clavel, on est en train d'éviter le danger pas mal. Parce que là, elle affronte Farah El Bouzari. Okay? Pour vous donner une idée, Bouzari affronte Kim quand Kim a 32 ou 33 ans. Eux autres, c'est peut-être une erreur, mais aucun problème à la mettre contre Kubicki qui a 21 ans le mois d'après. Okay? Fait que là, je me dis, OK, pas dangereuse Kubicki à 21, mais il fallait nous la vendre comme un danger public ici au Québec. Là, on va chercher Catherine Renée Lindenmuth. Et là, on nous vante qu'elle a fait un combat serré sur une carte de la Hoya. Elle a lancé 50 coups de poing sur 30 coups de poing sur 70 au 5e round. Et c'est une fille qui mesure 4 pieds 8, qui pèse 98 livres, qui est propriétaire de 3 enfants, 4 pieds 11, qui a 3 enfants et qui a vu dans les dernières années son conjoint mourir, qui était animateur de foule à la boxe. Oui, il était très impliqué en boxe. Oui, son père et sa mère sont morts un peu après. Et là, elle leur dédie leur carrière. C'est une fille qui a une superbe condition physique, qui est en kickboxing. Mais là, à un moment donné, là, Kim, là, si ce n'était pas de l'autre qui a bloqué, là, elle aurait gagné les Olympiques une coupe. Elle aurait été un espoir olympique. Puis là, on prend Kim, qui a boxé toute sa vie, qui a plus de 100 combats, qui a tout ça. Puis là, on fouille des États américains pour trouver des adversaires qui viennent du kickboxing puis tout. Des filles qui sont supposées battre facilement. Ça paraît trop qu'on attend juste que ça se règle avec Plata ou Bermudez pour la renvoyer en championnat du monde, mais
qu'on a choisi de la garder active. Puis c'est bien correct. Ce que j'aime pas, c'est qu'on nous vend des adversaires comme compliqués quand ils ne sont pas vraiment. Genre, moi, c'est ça qui me fâche. Ben, moi, j'ai pas de problème tant que ça à ce que Kim affronte cette fille-là, mais effectivement, il faut pas la vendre comme étant le gros danger. C'est pas le cas. Catherine Lindenmoos, c'est une adversaire plutôt faible. Kim devrait avoir beaucoup de facilité à la battre. C'est une fille qui vient des 105 livres. Tu l'as dit, elle mesure en bas de 5 pieds, elle est très légère. Elle a peut-être fait un combat à 108 livres, son dernier, si je ne me trompe pas. C'est une fille qui a 2 défaites seulement, mais ces 2 défaites, c'est contre la seule de ses adversaires qui était du gros calibre, qui est Yadira Bustia, ce que je connais bien. Yadira Bustia, c'est un prospect, je te dirais, dans les catégories où Lindenmoos se bat. Elle a fait quelques petits combats contre des filles qui sont à son niveau. Ça fait des bons combats, c'est vrai. Quand tu as 2 personnes du même niveau qui font un combat, ça donne un bon combat. Donc, on ne peut pas dire elle donne des mauvais combats, mais c'est parce que si l'adversaire est à ton niveau, ça ne veut pas dire que l'adversaire est fort. Donc, ça non, peut... tout est dans le matchmaking ici, là. T'sais. Si je prends ses victoires, elle a battu 3 filles qui étaient à leur début pro, puis une fille qui n'a jamais gagné. Il ne faut pas... je trouve qu'on va... On ratisse BoxRec sur un moyen temps pour trouver des adversaires. Il y a quelque chose là, puis des fois, mais je pense pas que c'est ça, mais des fois, ça me laisse penser, est-ce qu'on n'a plus confiance en elle? Est-ce qu'elle a arrêté de progresser? Ou est-ce que la stratégie, c'est vraiment des... avec ça. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je pense ça exactement. Sinon, ce ne serait pas ça les adversaires. Moi, tu sais, moi, là, j'ai bien des défauts, OK, mais vous savez exactement ce que je pense, puis c'est ça que je pense. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est parce que les bourses sont trop petites pour aller chercher mieux? Moi, je ne suis pas sûre de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Kim. Parce que, tu sais, on parle de Bermudez contre Plata, mais ça se peut qu'il y ait d'autres options. On va en parler un petit peu après, là, parce qu'on va parler de Seniesa Estrada, entre autres, parler de Bermudez. Ça se peut qu'il y ait d'autres options très payantes pour ces filles-là à court terme. Est-ce que la possibilité de descendre Kim à 105 livres existe? Moi, je pense que oui, et que ça serait peut-être une décision sage. Où il y aurait je vais dire ce que tu viens de dire, mais avec du croustillant, OK? Ah ouais, dis-moi les dents. Est-ce que les adversaires un peu non significative de Kim est en train de la faire reculer dans sa chance de retourner en championnat du monde? Parce qu'il y en a d'autres qui font des meilleurs combats en attendant. C'est surtout que moi, je ne le vois pas comme ça. C'est qu'il y en a d'autres qui ont plus de moyens, je dirais. Plus de moyens. Et tu sais, même une Yokasta Vaillé qui vient de perdre contre Seniesa Estrada est backée par Golden Boy, puis elle est backée par sa propre maison de promotion, Yoka Promotion. Elle est backée par Marv Nation aussi. Elle a comme 3 promoteurs en arrière d'elle qui peuvent sortir le bras puis aller dire, admettons, Bermudez, « Hey, veux-tu faire un tango pour la 2e fois? On se reprend, puis je te donne une grosse bourse. » Puis à ce moment-là, ça coupe l'herbe en dessous du pied d'Yvon Michel. Ça coupe l'herbe en dessous du pied de Kim. Est-ce que Kim va s'en aller absolument vers prendre la gagnante de Bermudez contre Plata? Je ne suis pas sûre. Est-ce que Kim peut descendre à 105 livres? Si Seniesa Estrada laisse ses titres, ça peut devenir très intéressant. Il y a de très bons adversaires à 105 livres. Puis Kim pourrait aller essayer de se positionner là en attendant d'avoir une chance de nouveau à 108. Ça se peut qu'il y ait un délai d'un an et demi avant qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut. T'sais? Fait que Kim reste active contre une fille comme Lindenmoos, moi, je vois pas de gros problème dans la mesure où on le dit, les vraies choses. Kim reste active parce qu'on évalue les options, puis après ça, on va arriver avec une annonce intéressante sur sa carrière. T'sais? Mais il ne faut pas penser que ce combat-là lui apporte beaucoup plus qu'une bonne pratique de boxe. C'est ça l'affaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que Kim a plafonné? Je ne crois pas. Je pense que Kim est encore capable de faire de très beaux combats. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça m'importe peu dans la mesure où moi, si elle va chercher des belles bourses. Un moment, là, elle n'a pas le luxe de perdre contre Lindenmoos puis rêver de retourner. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire des gros combats. Tu sais, mettons qu'elle reprenait Plata puis qu'elle perd contre Plata. Ou qu'elle affrontait Seniesa Estrada un jour puis qu'elle perd ou qu'elle gagne. Moi, ça, la résultante, oui, je veux qu'elle gagne. J'y souhaite de gagner. Mais à la fin, si elle prend les gros combats, si elle a une belle visibilité, qu'elle donne des bons fights, puis qu'elle va chercher des bourses décentes, je suis contente pour elle parce que ne pas, tu sais, rendu à son niveau, perdre ou gagner, ça peut arriver. Tu sais, quand moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est Kim Clavel, son idée, c'est de redevenir championne du monde. Puis que là, tu parles de bourse, puis de, tu sais, si c'était juste l'argent, chance, à mon avis, à court terme, c'est juste l'argent, il irait faire
des 24 heures comme infirmière, puis elle gagnerait plus qu'en boxe. Là. Elle est Moi, là pour accumuler les ceintures. c'est pas partout, mais en tout cas, moi, je pense que c'est à 105 livres qu'elle a plus de chance. Perso, Ceniza Estrada ne restera pas là. Tous ses titres vont devenir vacants. Si elle veut devenir championne du monde rapidement, descendre 3 livres, puis essaye de te positionner à 105 livres, les titres vont être disponibles. Ceniza Estrada n'a plus personne à affronter à 105 livres. Tous les titres vont devenir vacants cette année. Moi, j'aimerais sentir qu'il y a un plan, j'aimerais sentir qu'il y a quelque chose. C'est ça, on ne sait pas, le présentement. C'est ça qu'on ne sait pas. Genre, c'est peut-être pour ça que pas que je suis un peu critique ou je sais pas, mais je vais juste parler de Bermudez vite. Elle va se battre le 4 mai. Bermudez, elle a accepté un combat de défense optionnel contre Jessica Basulto. Jessica Basulto qui a une fiche un peu gonflée, qui est bien positionnée par contre. C'est correct. Elle a le droit de faire une défense optionnelle. Puis, elle a les moyens qu'elle a. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle a 2 titres à défendre avec des frais de sanction. Donc, ils vont organiser un combat local en Argentine contre une fille qui est correcte, mais qui n'est pas extraordinaire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça dans la mesure où on sait que Bermudez veut le combat avec Jessica Neri-Plata puis que c'est ça qui est en arrière. Let's go, elle va y aller, elle reste active, un peu comme Plata est restée active, sauf que Plata, elle prend des plus gros risques. Là. Elle, quand elle était allée en Allemagne, en bas de décembre, c'était des risques majeurs. On ne peut pas dire qu'elle crache sur les défis. Mais Bermudez va être active à peu près en même temps que Kim. Tu sais, Kim se bat le 16 mai, si je ne me trompe pas, Bermudez le 4. Après ça, les deux pourraient se rebattre plus tard cette année, peut-être sur la même carte. Si Yvon Michel arrive à faire cette carte-là où il y aurait Plata Bermudez puis Kim Clavel, ça pourrait être intéressant là, au mois de septembre, quelque chose de même, ou octobre, là, à suivre. Mais Bermudez aussi est dans la même. Bermudez, elle, sa contrainte, c'est l'argent. Sa promotrice n'est pas nantie. Donc, elle aussi, il faut qu'elle prenne des risques, il faut qu'elle accepte d'aller prendre des risques. Présentement, là, elle a pris une défense optionnelle pour pouvoir rester active chez elle sans faire ce que Plata a fait, qui était terriblement risqué d'aller se faire voler à l'étranger ses titres. En Allemagne? Et caliboire. C'était touché. Si on parle justement de Ceniza Estrada, tant qu'à être dans le sujet, là, parce que c'est tout lié à ça, Ceniza Estrada... juste à dire, on l'a tout vu, elle est devenue undisputed contre Yokasta Valle fin mars. Elle ne cache pas son envie d'être undisputed à 108 et à 112. Il n'y aura pas de rematch avec Yokasta Valle, en tout cas pas à première vue. Puis on pense tous que le move facile pour elle, ça serait de monter à 108 puis d'attendre. Si elle monte à 108, elle pourrait être à 2 combats d'être undisputed. Tu sais, quelque chose comme ça. Soit elle affronte Bermudez ou Plata pour aller chercher 2 titres, puis elle affronte la gagnante après, ou soit elle attend que les deux soient undisputed, qu'une des deux soit undisputed, puis elle la ramasse direct. Ça pourrait être très tentant de faire ça. Mais il y avait une fille qu'on surveillait en fin de semaine qui s'appelle Marlene Esparza, de qui on va parler aussi sous peu. Marlene Esparza qui avait 3 titres à 112, une rivalité qui n'est pas finie avec Ceniza Estrada. Moi, j'ai entendu dire, on m'a pissé dans l'oreille, comme on dit, que titre, pas titre, Ceniza Estrada serait probablement intéressée à affronter Marlene Esparza à 112. Pourquoi? Parce que c'est un money fight. C'est un vrai money fight, celui-là. Puis, Estrada, maintenant qu'elle est undisputed à 105, elle évalue ses options ensuite à 112 et 108. Elle pourrait prendre ce combat-là en premier, mais elle ne pas décider. T'sais. Parce que dans mes souvenirs, là, moi, j'avais vu Estrada qui avait arrêté Esparza. Puis là, je la voyais comme... Moi, je voyais Estrada vraiment énorme. Et là, récemment, elle trouve toujours un moyen de gagner, mais elle est impliquée dans des combats qui sont serrés. Mais il me semble que le premier combat avait été trop à sens unique pour que je sois énervé d'une revanche entre Esparza. Oui, mais c'est parce que les deux filles ont beaucoup de hate. Ça ne s'aime pas beaucoup. Et c'est tout le build-up du combat qui amène l'argent. Et depuis ce temps-là, depuis le premier combat, Esparza a réussi à aller chercher des titres. Et elle a réussi à devenir une espèce de vedette chez Golden Boy. Là, elle les a plus, ces titres, on va en reparler après. Mais elle avait 3 titres jusqu'à avant-hier, Marlene Esparza. Donc, il y a comme je sais pas, une espèce de... Il y avait un petit plus à la réaffronter. Esparza... Il a pris une revanche contre Vallée. Oui, il n'aura pas ça.
Ça, je peux te dire qu'il ne l'aura pas. Il n'y aura pas de revanche contre Vaillé. Ce n'est pas les plans. Moi, selon moi, là, cette année, Sénissa va tout lâcher ses titres à 105. Et là, c'est là qu'il faut qu'elle décide. Je me positionne-tu à 108? Je me positionne-tu à 112? Ou je prends un money fight, puis après ça, je prends ma décision, tout dépendamment comment les deux divisions vont évoluer. Clairement, Kim, si elle veut affronter Sénissa Estrada présentement, elle n'a rien à offrir à Sénissa Estrada. Parce qu'elle n'a pas de On titre. rappelle la prédiction de Yvon qu'un jour, Kim et Estrada allaient s'affronter avec chacun 1 million. Ça prend des titres, ça. Ça prend des titres. Parce que pour remplir un gros aréna comme ça prend des titres. Il faut des bourses garanties. Sénissa Estrada, même si c'est très bonne, c'est pas une grosse ticket seller. Je veux juste le dire. C'est pas une grosse ticket seller. Si on regarde les statistiques de ce qu'elle vend à l'entrée dans ses shows, aux États-Unis, ça se parle qu'elle ne vend pas tant de billets que ça. Elle ne vend pas autant de billets que, mettons, Clarissa Shields ou que Natasha Jonas ou qu'Amanda Serrano. Elle n'est pas là encore. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a beaucoup de haters, comme on dit, Sénissa Estrada. On l'a senti au combat contre Yokasta Vaillé. Ça huait beaucoup de son côté. Pourtant, elle était à la maison. Alors, c'est ça, Yokasta est arrivé avec son fan club aussi, là, ça pèse dans la balance, mais c'est pas toujours la favorite locale, même si on le pense. Elle n'arrive pas à remplir ses arénas. Donc, est-ce que un combat contre Kim est viable à court terme? La réponse, selon moi, c'est totalement non. Le money fight qu'elle peut faire, c'est contre Marlene Esparza pour la gloire plus que les titres, parce qu'il n'y a plus de titres en jeu. Puis après ça, ben, tu t'en vas à 112 ou tu t'en vas à 108, puis ben, tu vises toutes celles qui ont des titres. C'est comme ça que ça va marcher pour Sénissa Estrada. Elle n'a pas de temps à perdre. Mais, donc pour Kim, comment qu'elle se positionne? Pour Bermudez puis Plata aussi, comment ils se positionnent? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter tout de suite un fight contre elle puis mettre en jeu leur risque d'être undisputed ou ils préfèrent s'affronter en premier puis la gagnante donne un combat à Estrada en monnayant la chose dans les 6 chiffres, probablement, aller chercher un 300 000 $ ou quelque chose comme ça. Je sais pas quoi te dire là-dessus, mais c'est sûr que tout ce qui s'est passé cette semaine avec Marlene Esparza, le fait qu'elle perde ses titres sur la balance, on peut en parler, là, Marlene Esparza, là, c'était hier le combat. Je l'ai pris. Le fameux rematch avec Céleste Alanis, parce que le premier combat s'était soldé par une victoire, mais il y avait un juge qui avait été... c'était un split, mais il y avait un juge qui avait eu un drôle de score. Fait qu'elle avait gagné son protêt à la WBO, à Alanis. Elle avait gagné non seulement le rematch automatique, mais elle avait gagné le lieu et les juges neutres en lien avec ça. C'est ça qui est arrivé. C'était hier à Fresno. Mais on ne s'attendait pas à ce que Marlene Esparza arrive sur la balance la veille, 2 livres en trop, puis qu'elle perde 4 titres, parce qu'elle avait le Ring Magazine aussi. Fait qu'elle a perdu 4 titres sur la balance. Je ne sais pas quoi penser de ça, Laurent. On en parle beaucoup là, des poids, là, du poids présentement. Là. Ben, il y a des boxeurs que des fois, ça me fâche un peu, mais comme ils ont déjà entamé leur changement de catégorie de poids, puis ils vont faire un combat quand même où ils abandonnent, ils perdent les titres vraiment sur la balance. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Puis au lieu de juste dire « je me retire », genre, on dirait qu'ils ont besoin de rater le poids et de dire « je me retire, voici pourquoi je n'arrive plus à faire le poids ». Ils devraient faire une avance. Marlene Esparza, c'est sûr qu'elle ne montera pas 115 à court terme. Elle est bien trop petite. Elle est mini et petite, mais hier, là, dans le ring, elle était énorme à comparer à Céleste Alanis. On voit qu'il y a un enjeu de poids. Là. On voit, ils appellent ça des weight bullies, là, un peu, là, ceux qui font des coupures drastiques pour arriver. J'ai l'impression que ça s'est peut-être juste mal passé dans sa coupure drastique. Puis elle s'est fait surprendre. Là. C'est ce que je pense. Mais va te coucher si t'es fatigué, man. Non, mais j'ai 6 podcasts enregistrés aujourd'hui. Ben, c'est ça. Fait que, pour Marlene Esparza, hier, elle a perdu un split. Je ne sais pas si tu l'as pris, mais en tout cas, c'était un combat serré qui était dur à juger. On va en parler d'hier parce que. Veux-tu qu'on parle d'hier? Ouais, vas-y donc. Moi, je me suis installé. Là. C'est rare, je fais ça. J'ai pris mon cellulaire, je suis allé le porter dans une autre pièce. Et là, je me suis installé devant ta Béatrice Ferreira. Bon, ben oui, tu veux qu'on en parle tout de suite de Béatrice? Puis là, parce que toi, tu m'avais vendu ça comme la roue, le bouton à 4 trous. Et j'ai trouvé que dans les 2 ou 3 premiers rondes,
techniquement, ça faisait un peu pic-pic. Elle lance beaucoup de coups, elle lance sa combinaison de 3-4 coups. Mais là, l'Argentine, elle n'était pas venue pour la regarder boxer. Tu sais. C'est une fille de l'Argentine, l'adversaire, me semble Ouais, que oui. puis c'était Elle un combat ordonné. genre bang, bang, bang. Mais elle avait beaucoup de succès dans ses contre-attaques. Là. J'ai trouvé que ta boxeuse, pour espérer le niveau qu'elle va atteindre selon toi, a beaucoup de choses à corriger défensivement. Mais oui, elle a frappé assez fort pour casser son adversaire, mais finalement, ça a terminé par décision. Parce qu'au 5e, l'arbitre, je pense, il déclare oui, c'est arrivé sur un coup de tête accidentel. L'arbitre, le docteur accepte que le combat continue. Et là, elle mange des claques solides. Et là, on ne retourne même pas au docteur. L'arbitre dit c'est terminé, pas de docteur. Comme je pense que C'était très, très gros. peut-être que l'arbitre n'était pas d'accord que le docteur un round avant, je ne sais pas, mais si l'arbitre arrête ça. Mais c'était vraiment gros. De toute façon, elle se serait fait knocker debout. Je trouve oui, mais j'ai trouvé qu'elle recevait trop de coups, en tout cas dans les premiers rounds. Mais je persiste et je signe. Je considère que Béatrice est le prospect à suivre qui est rendu championne. Béatrice, elle l'a dit elle-même dans son après-combat, parce qu'à cette heure, j'ai appris le portugais. Fais-tu croire ça? Je ne le parle pas parfaitement, mais elle est capable de comprendre tout. Elle expliquait qu'elle a eu besoin de beaucoup d'adaptation, que ça ne s'est pas passé comme prévu, ses premiers rounds. La défensive était plus poreuse pour elle, effectivement. Elle a eu un peu de misère. Tu sais, Béatrice, il faut comprendre qu'elle est encore entre sa transition pro et amateur. Hein. Elle est encore sur un cycle olympique. D'ailleurs, elle s'en va à Paris. Elle a jamais, ça fait 1 an à peu près qu'elle alterne vraiment amateur, pro. Elle ne fait pas vraiment de camp préparatoire pour ses combats pro parce qu'elle est vraiment dans son cycle olympique et donc elle est tout le temps avec l'équipe nationale du Brésil. Je crois que la transition n'est pas encore au point. On voit qu'au niveau de se battre podcast avec des gants plus légers, elle est encore en adaptation avec ça. Et ça l'a joué hier parce que l'Escano était beaucoup plus grande qu'elle et elle a eu de la misère au début là, à jauger la distance. Beaucoup. Puis elle a pris la contre-attaque beaucoup d'en face. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne change pas mon idée là-dessus. Cette fille-là, Béatrice, peut corriger ces lacunes-là assez rapidement avec des vrais camps d'entraînement professionnels. Et quand ça va commencer à arriver, je m'attends à ce qu'elle progresse vraiment rapidement. Et je vois très peu de gens qui vont être capables de la battre, mettons, dans 2-3 ans. Là. À moins qu'il y ait vraiment des nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu, qui viennent chambouler la game. Mais chez les amateurs, c'est encore elle qui est au top avec Kelly Harrington. Donc, même la relève, c'est elle qui est là. Dans sa méthode de rouleau compresseur, elle fait très bien. Mais c'est quelqu'un, on va comprendre aussi qu'elle a tout un menton et c'est quelqu'un qui est prête à concéder de prendre des coups. Et t'as-tu vu hier, à un moment donné, l'adversaire a coince comme sa main droite, genre ici, tu sais, sur le bord de sa tête. Et là, ma Ferreira, à grand coup de gauche. Elle frappe fort, par exemple. Puis ça, c'est impressionnant parce que chez les femmes, on voit moins ça. Tu sais, juste le bruit des gants, là, juste le bruit des gants, tu comprends que c'est puissant. Puis tu comprends que c'est dru, là. C'est dru. Donc, les qualités sont là. Le jeu de pied est très beau. C'est sûr qu'il va falloir qu'elle améliore, qu'elle monte ses gants plus, qu'elle protège plus sa face. Mais moi, je pense qu'elle va y arriver. Il faut la suivre aux Jeux olympiques en attendant, ma belle Bia. C'est ma chouchou, Laurent. Moi, je le sais que hier, tu n'étais pas d'accord avec moi. Tu as le droit, mais moi, je considère que je vais gagner ce point-là. Je vais te prouver que c'est elle la best. Ma chouchou, c'est Martine Vagnard-Bisson, mais on dirait qu'elle a de moins en moins de temps pour moi. Hey, il faut parler de ça. Hey, mais là, ça, je suis content. Là, c'est moi qui fais toutes les intros, oublie pas. Je suis content que Tyson contre Jake Paul, le niaisage, serve au moins à mettre plein de visibilité sur le combat revanche entre Cathy Taylor et Amanda Serrano. Hey, puis pas juste ça, ça va leur amener des bourses records chez les filles. Parce que Jake Paul, il fait bien ses affaires, pareil. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a réussi à aller chercher une entente avec Netflix. Donc, c'est pas, on quitte de autres. 99, ça va coûter le gala. Oui, mais tu sais, c'est hot, là, c'est pas cher. Tout le monde qui a Netflix y a accès pour une bouchée de pain. La visibilité, tu sais, c'est un peu le principe de PBC qui s'en va chez Prime.
d'une certaine manière, où le fan, les gens qui sont abonnés, c'est beaucoup plus les gens qui sont abonnés sur DAZN ou sur ESPN. Tu sais? Donc, l'accessibilité à ça à un prix plus bas devrait être très intéressant. Les filles vont faire, en tout cas, Taylor, on a su que Taylor ferait 6 millions de bourses garanties. On s'attend que probablement Serrano va avoir l'équivalent. Ça, c'est des bourses garanties, mais ça inclut pas tous les commanditaires, puis la patente autour, la publicité, puis les autres revenus. C'est le combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe féminine, clairement. C'est un combat qui va être différent du premier, Laura, parce que le premier était à 135 livres. Là, ça va être à 140 livres pour tous les titres de Katie Taylor. Et là, les gens vont commencer à spéculer des deux bords. Ouais, tu sais, on a d'un côté Serrano qui va monter de 3 catégories pour atteindre 140, puis qui était déjà un petit peu plus petite la dernière fois à 135. Par contre, Serrano, depuis un certain temps, fait des combats sur 3 minutes, puis lance un nombre de coups incalculable, pratiquement, à bas des records, ou presque. Donc, l'énergie d'un combat de 2 minutes, de ronde de 2 minutes à 140 livres, probablement qu'elle l'a. Ça, c'est des spéculations. D'un autre côté, on a Katie Taylor qui est vieillissante et qui a ralenti, qui s'est fait battre par Chantelle Cameron à 140 livres, qui était aussi sa nouvelle catégorie, mais qui s'est repris après ça contre Chantelle Cameron. Donc, c'était serré. C'était serré. Il y a des gens qui disent qu'elle a été chanceuse sur ce rematch-là contre Chantelle Cameron parce que l'arbitre n'a pas pénalisé son accrochage et n'a pas compté le knockdown, qui était un knockdown. Et que ça aurait changé pratiquement la donne. Donc, les gens, c'est difficile de dire c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 2 ans de dire, de choisir une favorite. Parce que c'est une Katie Taylor qui est une petite 140 livres, puis qui est vieillissante, qui a ralenti un peu. Puis d'un autre côté, tu as une Amanda Serrano qui monte de 3 catégories pour y arriver, là, qui monte carrément de 3 catégories. Ça n'avait pas de sens. Fait que je sais pas quoi penser de ça. Moi, je suis excitée de ce combat-là, mais je vais me positionner probablement à la très dernière minute. Je vais décider à qui je donne ma préférence. C'est très difficile pour moi de visualiser comment ça va se passer. Là, je ne sais pas si tu as vu que Nina Menke chiale un petit peu ses réseaux sociaux, elle n'est pas contente, là, parce que Nina Menke, si on se rappelle, son combat est annulé dans le vestiaire il y a quelques semaines pour une conjonctivite ou une irritation de l'œil d'Amanda Serrano. Elle a été entièrement payée, mais elle voulait avoir ce combat-là. Puis elle ne le dit pas clairement, mais elle sous-entend qu'il y avait peut-être un peu de cinéma là-dedans parce que le combat de Taylor était sur le point de se signer et qu'on ne voulait pas que Serrano se blesse et compromette ses chances de se battre cet été. C'est la boxe, tout est possible. Ça te surprendrait-tu? Si c'était ça, moi non. Il n'y a rien qui me surprend. Mais il n'y a rien qui garantit que c'est ça non plus. T'sais. Puis, donc, Nina Menke, elle aimerait ça qu'une association... Elle a été payée. C'est plate, mais elle s'en sort bien dans les circonstances. Qui ça, qui s'en sort bien? Nina Menke, elle a été oui, payée. elle a eu sa full bourse. Elle a eu une bourse complète, puis elle n'a pas eu une égratignure d'en face. Fait que, tu sais, c'est sa meilleure paye à vie sans avoir monté dans le ring. Sauf que si tu veux les titres, tu sais, si quelqu'un veut se battre vraiment pour les titres, c'est là que c'est délicat. Ils ne sont pas tous comme Ryan Garcia, là, prêts à se battre pour l'argent puis laisser les titres de côté. Là. $10. Je dis ça, je dis rien. Dernier sujet, vite pour nous. Elise Cottenay, qui se battait en unification contre une de mes préférées, Ségolène Lefebvre, WBO et IBF. Ça ne s'est pas bien passé pour Ségolène. Dure journée au travail, comme on dit. Ça s'est présenté, Laurent. Après 2 rounds, c'était égal. C'était un round à 1 pour les deux. Le premier round, je l'avais donné à Ellie, qui avait bien fait, mais le deuxième round, Ségolène avait réussi à déstabiliser Elise Cottenay. Mais après ça, Ellie a fait les changements qu'il fallait. Dans son coin, Shane lui a dit quoi faire pour couper l'herbe sous le pied de Ségolène puis l'empêcher d'utiliser sa contre-attaque habituelle. Il a coupé le ring, elle l'a empêché d'utiliser sa portée.
Puis c'est là que Ségolène, quand on dit mauvaise journée au travail, elle n'a pas été capable elle-même de son côté de refaire les petits ajustements. T'sais, c'est pas qu'elle n'est pas capable de le faire dans la vie, mais ça ne s'est pas bien passé dans ce combat-là. Puis c'est Ellie qui est partie. Moi, j'ai donné 3 rounds à Ségolène dans ce combat-là, contre 7 pour Ellie. Moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'en France, la boxe féminine, c'est presque inexistant dans la mesure où personne n'en parle. Bien des boxeuses ne sont pas connues, n'ont pas d'espace médiatique. C'est pire qu'au Canada. Là. On parlait de Jessica Cameron, de Sarah Guigui-Adjou, mais en France, c'est zéro. Là. C'est très difficile d'aller chercher une visibilité, sauf le jour où une boxeuse perd, par exemple. Le jour où elle perd, là, les trolls sortent, le trash talk commence dans les médias. Puis là, ben, c'est comme si toutes les boxeuses qui ont accompli quelque chose dans leur carrière valent rien. Que c'était évident qu'elle allait se faire battre. C'est très difficile. Je souhaite juste aux boxeuses françaises comme Ségolène de ne pas trop s'occuper de ça, puis de continuer leur chemin. Puis on va souhaiter aussi qu'il y ait un petit peu plus de visibilité à l'interne en France. Parce que moi, je parle beaucoup des boxeuses françaises parce que je les suis, elles parlent français. Le public du Québec peut s'intéresser à elles. Mais c'est pas normal que c'est moi qui dois faire ce travail-là en France. Là. Il faudrait que quelqu'un le fasse aussi. Mais attends, t'es la meilleure. Ça vient avec des responsabilités, ça. Je suis pas la meilleure. Je suis bonne. T'es la meilleure dans mon cœur et tu me dois un repas le 20 juin prochain. Vite comme ça, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on a entendu une rumeur qui disait que Caroline Vert pourrait peut-être se battre le 14 juin. Le 16 juin, en tout cas au mois de juin. C'est pas confirmé encore. C'est sorti du côté de Jean-François Chabot de Radio-Canada. Il y avait des rumeurs avant aussi. Je l'avais lu ailleurs. Bref, on va attendre d'avoir des nouvelles. On traversera le pont rendu à Rivière. Ça serait intéressant. Je veux juste aussi souligner que Tamara Thibault a gagné le gros événement qu'il y avait au Colorado, où il y avait beaucoup des meilleurs au monde qui étaient là. Tamara Thibault, qu'on appelle la fille en or, un peu partout dans le monde, de Golden Girl, parce qu'elle ne perd pas présentement. Donc, on va toucher du bois pour ne pas la jinxer pour les Jeux olympiques, mais elle est vraiment solide présentement. Elle a affronté des bonnes adversaires dans ce tournoi-là. On a vu aussi Scarlett Delgado qui est allée chercher une médaille d'argent, qui a aussi affronté des filles solides. J'espère sincèrement que ça va bien se passer. Juste pour vous dire, dans à peu près 10-12 jours, 2 semaines, la Thaïlande commence. La dernière porte des qualifications olympiques. On va voir Sarah Kali, entre autres, qui va tenter sa chance de nouveau, et toutes les autres Canadiennes qui ne sont pas qualifiées en Italie en début d'année, c'est vraiment la dernière chance, la dernière porte. Donc, après ça, on va peut-être entendre parler de filles qui passent pro ou de filles qui laissent leur carrière. Ça va il va falloir suivre ça. Ça va être quand même relevé parce que c'est vraiment la dernière chance. Donc, tout le monde se ramasse là. Les championnats européens viennent de finir. Donc, on sait déjà d'avance qui va s'essayer aussi en Thaïlande. Là. Sarah Kali, on va lui souhaiter, c'est vraiment comme sa vraie dernière chance. Il faut que ça passe. Si ça casse, ben, je vais lui souhaiter de prendre des bonnes décisions pour sa carrière. Mais il faudrait que ça passe. Ça serait vraiment le fun pour elle. Sarah, c'est une fille intelligente, elle est tout le temps de bonne humeur. Je ne suis pas inquiet pour son avenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux jaser, Laurent? Y a-t-il des salutations que tu veux faire? Non, moi, je suis correct, là. Est-ce que tu vas aller accueillir Jessica Camara à l'aéroport aujourd'hui? Je ne sais pas. Dimanche, c'est ma journée paresse, mais rien n'est impossible. Mets ton costume, là, puis amène tes petites pancartes de Lorama. Ouais, t'es déjà prêt? T'es déjà prêt? Ouais, peut-être que je vais y aller. Je ne sais pas. Je vais regarder ça, mais... souvent, ce que je vais faire aussi, c'est moi, je fais du lobbying à l'interne. Je vais essayer de convaincre 2-3 postes de radio de la recevoir, mais je sais qu'il y a une petite barrière linguistique. Là, le BPM Sport me demande à chaque fois pour l'avoir. Ils surveillent ça, puis là, ils ne veulent pas faire les entrevues en anglais pour les traduire après parce que c'est une radio francophone. Là, je ne sais pas trop comment on va gérer ça, mais on va essayer de lui trouver de la visibilité.
ChatGPT, mon cher, ChatGPT. Tout est possible avec ChatGPT, c'est ce qu'on dit. Juste pour te dire, la semaine prochaine, moi, je suis en Alberta. Je m'en vais à Edmonton. Samedi prochain, je vais Tu amèneras du gaz moins cher. je vais aller visiter le West Edmonton Mall. Non, mais la semaine prochaine, je vais être au combat d'Alexa Kubicki qui affronte, tu l'as mentionné, Farah El Boussaïri, qu'on a vu contre Kim Clavel il y a quelques semaines seulement. Je vais aussi voir un peu, je vais parler avec Candy Wyatt qui est sur la carte, voir où est-ce qu'on est rendu dans sa carrière et tout ça. J'ai bien hâte, c'est ma première fois que je vais faire une couverture de combat en Alberta. Je regardais notre budget de commandite avec 120 secondes. Tu dois débourser un peu de ta poche pour aller là. Moi, je ne parle pas de mes sources de commandite. OK, c'est bon. Peut-être des secrets. C'est peut-être tout illégal. Non, c'est pas vrai. Oui, je débourse beaucoup de ma poche, sincèrement, présentement. C'est ça, la passion. S'il y a une âme charitable qui a envie de commanditer payer ton une voyage. jeune femme qui veut voyager le monde pour couvrir les galas de boxe, je suis disponible et mes coordonnées sont sur les réseaux sociaux. Moi, je te souhaite que les hallers soient encore en série là, pour que tu puisses vivre un peu l'effervescence. J'ai pas suivi ça ben. J'ai-tu une chance qu'ils soient encore en série? Oui, ils vont être en série la semaine prochaine. Bon. Fait que, je vais vous revenir avec un suivi. Vous suivrez mes réseaux sociaux si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe en Alberta de si excitant que ça en boxe. Parfait. À la prochaine. Je vais enregistrer mon podcast personnel. À plus! Bye! Bye!